Et c'est là-dessus que je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève Tellier, Daniel Bélan et Stéphanie Chouinard. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je le disais, le camp de Pierre Poilievre prétend avoir attiré plus de 300 000 nouveaux membres. Geneviève, d'abord, est-ce qu'on peut croire ces chiffres? Ça me semble beaucoup. Justin Trudeau, lui, quand il avait été choisi à la tête du Parti libéral, il y avait eu 300 membres qui avaient voté, 300 000 membres, je veux dire. Et donc, pour qu'un seul candidat, qui est Pierre Poilievre, de ramasser autant de nouveaux membres, c'est beaucoup. 300 000 membres, ça me semblait être le chiffre pour l'ensemble du parti, incluant les membres déjà existants. Alors, d'en avoir 300 000 nouveaux, ça m'intrigue, j'ai hâte de voir. Maintenant, il y a peut-être une stratégie derrière ça pour M. Poilievre, puis on l'a vu depuis le début de sa course au leadership. Il annonce toujours des grosses choses, des grosses nouvelles. Il est toujours le premier à sortir. Alors peut-être que là aussi, il veut un peu faire peur à ses adversaires et aussi dire aux autres membres, ben, vous voyez, il y a tellement de gens qui m'appuient que vous devriez peut-être m'appuyer. Donc, il y a peut-être un élément de stratégie qui est en arrière de ça. Puis ça, on ne le saura pas tant que le Parti conservateur n'aura pas dévoilé les chiffres finaux sur le membership de son parti. Oui, c'est ça, parce que, bon, Daniel, si ça se confirme éventuellement, ces chiffres-là pour Pierre Poilievre, c'est quand même majeur. Là, juste à titre de comparaison, en 2020, les 4 candidats dans la course avaient au total, mais je dis bien au total, les 4, recruté 270 000 nouveaux membres. Alors, est-ce qu'on devrait en conclure, si ça se confirme évidemment, que Pierre Poilievre est en train de creuser un écart qui est insurmontable? Oui, bon, il faut que ça se confirme. Ouais, on va voir aussi le nombre de membres au total, de nouveaux membres au total et combien de membres sont liés au camp Brown ou au camp Charest et aussi au camp Poilievre. Ouais. Parmi les 6 candidats, c'est quand même probablement les 3 plus grosses pointures, mais les 3 autres candidats aussi vont en tirer des membres. Alors, tant qu'on n'a pas les chiffres, c'est difficile à confirmer. Mais c'est sûr que si c'était le cas, que Pierre Poilievre attirait autant de nouveaux membres et certainement plus que les autres candidats, surtout Jean Charest et Patrick Brown, ben ça voudrait dire, oui, que son avance se confirme dans la course, mais moi, je veux vraiment avoir une confirmation de ça là, avant de commenter davantage. Stéphanie, bon, parlons de Patrick Brown, parce que lui affirme avoir recueilli 150 000 nouvelles signatures. Qu'est-ce que vous pensez de sa performance? On va voir s'il y a des gens qui ont fait de la mathématique créative. On a le 29 juillet, je pense, comme date pour que le Parti conservateur donne les chiffres finaux pour chacun des camps. Si ça s'avère vrai que M. Brown a recueilli 150 000 votes, il faudra voir où ces memberships-là se trouvent. Hein, parce que l'autre chose qui est importante, c'est la division régionale. Et on sait que M. Brown, bon, il a fait beaucoup de campagne en Ontario. Il est très fort dans sa propre région, notamment dans la couronne de Toronto. Mais si la grande majorité des nouveaux membres qu'il a recueillis se retrouvent tous dans la même région, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il fera une très bonne performance le 10 septembre. Ouais. Et donc, ça, c'est une des choses que je vais surveiller. Parlons maintenant de la campagne de Jean Charest, parce qu'on n'a pas dévoilé de chiffres, comme d'ailleurs pour les 3 autres candidats dans la course, mais les organisateurs de M. Charest se disent très confiants. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie du clan Charest? La première question qu'on se pose, c'est pourquoi les chiffres n'ont pas été dévoilés et ça se pourrait qu'ils soient moins bons que ceux de Pierre Poilievre et Patrick Brown. Et donc, si c'est le cas, oui, je peux comprendre M. Charest de ne pas vouloir les dévoiler. En même temps, il peut y avoir aussi une stratégie de on va garder un certain suspense. Je pense que M. Charest veut aussi essayer de convertir des gens qui ont sans doute pris leur carte de membre pour un autre candidat en raison d'un autre candidat, mais qui pourraient peut-être changer d'idée en cours de route ou qui pourraient être deuxième. Donc, on laisse un peu planer le doute. Mais effectivement, le fait que M. Charest ne présente pas de chiffres, ça semble suggérer qu'il serait peut-être 3e dans la course, ce qui ne serait pas nécessairement une bonne nouvelle. Oui. Daniel, donc à partir de maintenant, parce que la course entre dans une nouvelle phase, là, à partir de maintenant, le gagnant, on le sait, va être choisi le 10 septembre. Pierre Poilievre semble donc toujours le meneur au moment où on se parle. Qu'est-ce que vous allez surveiller dans les prochaines... Ça va être quoi, en fait, le plus grand défi de Pierre Poilievre à partir de maintenant? Je pense que s'il est vraiment en avance, s'il est toujours en avance, il doit penser à ce qui va se passer aussi s'il devient leader du parti. Et donc, il va peut-être devoir se surveiller un petit peu certaines de ses déclarations, notamment concernant le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff McLean, tout ça, ça lui a été reproché quand même. Et ça pourrait lui causer des problèmes s'il devient leader. Et donc, je pense qu'il va continuer à adopter la même stratégie générale, mais moi, si j'étais à sa place, je me surveillerais un peu parce que
Il y a des propos comme ça, parfois un peu flamboyants, dramatiques, qui peuvent revenir le hanter plus tard. Oui, c'est ça, parce que Stéphanie, rapidement, 3 mois qui restent encore, c'est long. Ça va être quoi le plus grand défi de Pierre Poilievre, selon vous? Ça va être de garder ses membres, justement, comme Daniel l'a dit. Bon, on sait que là, on ne peut plus vendre de cartes de membership, donc la stratégie pour les 6 candidats et candidates, ce sera de tenter de convaincre les membres des camps adverses qu'ils sont les meilleures options. Et donc, s'il y a du cafouillage, s'il y a des gaffes ou des déclarations trop grosses de la part d'un ou l'autre candidat, ça peut leur faire mal le jour du vote, où ils peuvent descendre dans les rangs dans le vote transférable. Retour rapide maintenant sur les élections ontariennes. Sans surprise, bon, les troupes de Doug Ford restent en place avec une majorité quand même assez forte. Mais c'est le très faible taux de participation qui a surtout soulevé l'attention, créé la surprise. Seulement 43 des électeurs ontariens ont exprimé leur vote. C'est un record à titre comparatif. Au cours des 6 dernières élections provinciales en Ontario, le taux de participation était aux alentours de 54 Geneviève, qu'est-ce qui explique ce désintérêt des électeurs ontariens, selon vous? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais le principal, à mon avis, c'est que c'était pas une campagne ou une élection sur le changement. Les gens n'avaient pas vraiment une motivation à aller voter pour dire oui, mon sort pourrait être amélioré si un autre gouvernement serait en place plutôt que M. Ford. Et donc, on était plus dans la continuité. Et là, ça devient un petit peu plus difficile de motiver les troupes, de dire, ben allez, il faut aller voter, c'est important. Parce que bon, pourquoi est-ce qu'on irait voter, que ce soit un ou que ce soit l'autre, ça fait pas grande différence. Puis il y avait peut-être aussi une indécision, peut-être que c'était pas clair le choix. Alors, tant qu'à aller voter pour un candidat où on était peu sûr de sa décision, ben dans ce cas-là, on laissait aller les autres. Alors, à mon avis, c'est cette combinaison de facteurs-là qui explique le résultat, qui est quand même décevant. Je veux dire, d'un point de vue de politologue, je pense que je parle au nom de mes 2 autres collègues aussi, c'est très, très faible. C'est près de 60 des électeurs qui sont pas allés voter. Ils sont restés chez eux, effectivement. Stéphanie, on assiste quand même à un certain renouveau, je dirais, parmi les élus franco-ontariens, notamment avec la défaite d'Amanda Simard dans l'est de l'Ontario. Qu'est-ce que ça laisse présager pour la suite? Qu'est-ce que vous en pensez? Amanda Simard a été remplacée par un autre franco-ontarien, Stéphane Sarrazin, qui est l'ancien maire du comté d'Alfred-Plantagenet. Donc, ce sera intéressant de voir si M. Sarrazin se fait offrir un poste, peut-être comme secrétaire parlementaire aux affaires francophones, par exemple, où il pourrait être impliqué directement dans les dossiers visant l'Ontario français, puisque avec Caroline Mulroney, c'est le seul franco-ontarien, malgré le caucus élargi de M. Ford au lendemain des élections. Oui, c'est ça. Daniel, il nous reste 30 secondes. On sait que Doug Ford doit sa victoire à un recentrage, je dirais, de sa part. Est-ce que les candidats au leadership conservateur ont quelque chose à apprendre de la victoire de Doug Ford? Oui, il y en a beaucoup qui le pensent, mais je pense que c'est surtout des leçons qu'ils vont devoir tirer pour vraiment une fois qu'il y a un leader, là. Je pense que le modèle de Doug Ford est intéressant, mais je ne sais pas si ça va vraiment affecter la course au leadership en tant que telle. C'est plus après la course. Une fois qu'on devient leader, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'emporter? C'est sûr que l'approche de Doug Ford semble plus proche de celle de Patrick Brown ou de Jean Charest que de celle de Pierre Poilievre, mais je pense que il y a une différence aussi entre gagner la course au leadership et ensuite essayer de devenir premier ministre. C'est 2 étapes différentes. Et Doug Ford pourrait quand même fournir des leçons au prochain chef, peu importe qui c'est. À suivre. Geneviève, Daniel et Stéphanie, merci beaucoup. Merci de vos lumières. À la prochaine. Merci, au revoir. Bonne soirée. Merci.